Bon, rebonjour pour les premières années, désolé, vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser de moi facilement cet après-midi. Donc, Mandelbrot, donc père des fractales, vous allez voir là, il n'y aura que des images. J'ai le beau rôle ce soir, c'est que des images. Et je vais commencer par vous dire un tout petit peu des choses sur sa vie. Donc Mandelbrot, le lien avec Genève, c'est qu'il a été postdoctorant ici, donc toutes les autres personnes, à part, donc on aura aussi Jones, sa femme, ici ont été professeurs, là, c'est un postdoctorant, en 55-57, sous Georges de Rame, justement. Il y aura une petite anecdote, je vais raconter une anecdote qui m'a été donnée par Stas, tu m'autorises à y aller? C'est pas, et il est surtout connu pour les travaux qu'il a fait plus tard. Donc, je reviendrai à Durham dans quelques minutes, mais donc sur ses travaux sur les fractales. Et une chose qui est donc, le premier papier sur les fractales qui va vraiment faire, c'est un papier presque de biologie ou de géologie, ou en tout cas pas spécialement de mathématiques, qui consiste à essayer de montrer que la côte de Grande-Bretagne ne peut pas vraiment être considérée comme un objet unidimensionnel. Je reviendrai à ça plus tard. Elle est très rugueuse, elle tourne tout le temps, et que finalement, dire que c'est un objet unidimensionnel, c'est une approximation erronée. Donc il introduit dans cet article la notion d'autosimilarité, mais c'est un peu plus tard, dans un livre très important, qui s'appelle Les objets fractales, forme, hasard et dimension, en 1975, qu'il popularise réellement le nom de fractal. Il faut savoir qu'en fait, les fractales, vous allez voir, je vais vous en donner des exemples, ils viennent tous d'années avant Mandelbrot. C'est Mandelbrot qui a unifié en quelque sorte la théorie des fractales et qui a mis en valeur le fait que c'était un sujet d'étude en soi. Mais en fait, il y avait des fractales depuis très longtemps. Donc c'est dans ce papier-là qui mentionne en particulier le nom fractal qui vient de fractus, qui est rugueux. Et même Mandelbrot a des petites difficultés sur comment définir une fractale. Donc on verra qu'il y a la notion d'autosimilarité, mais c'est un peu restrictif. Donc au début, il a parlé d'une notion de fractalité au niveau de la dimension, je reviendrai dessus, c'est aussi restrictif. En quelque sorte, la conclusion de Mandelbrot, c'est que si la courbe elle est compliquée, c'est une fractale. Essentiellement, et du coup, c'est aussi pour ça qu'elle est intéressante. Donc en 93, il reçoit le prix Wolf en mathématiques, qui, on va dire, avant le prix Abel, était peut-être ce qui se rapprochait le plus du prix Nobel. Et en 97, parce qu'on parle souvent de Mandelbrot pour les fractales, mais il y a toute une partie du monde qui connaît Mandelbrot pour une autre raison, c'est dans le milieu de la finance. Et en fait, je reviendrai dessus à la fin, en particulier peut-être le premier à avoir introduit le mouvement brownien fractionnaire de finance, ce qui va à l'opposé des travaux de Bachelier et compagnie, qui consistaient à utiliser le mouvement brownien standard pour décrire le mouvement des actions en bourse. Je reviendrai juste à la fin si j'ai le temps, parce que je n'ai pas du tout vérifié combien de temps ça durait. Donc, ah non, je sais que c'était mon exposé, je n'ai pas réagi. Voilà, et ça, c'est Mandelbrot plus tard. Je sais qu'il a un petit air inquiétant. C'était un péto, voilà. Plus sur la première, c'était le jour de son mariage, non? Sur la première. Donc, inquiétant, bon, en tout cas, il y a une personne qui n'était pas d'accord avec toi. Ok, donc un exemple de fractal, l'exemple classique, c'est le flocon de Van Gogh. Donc l'idée, c'est de partir d'une forme, un triangle, et de rajouter des triangles 3 fois plus petits sur chaque bord et d'itérer comme ça, ad vitam aeternam. Et donc, ce qu'on obtient quand on zoome sur cette chose-là, si on la fait à l'infini, c'est une courbe qui est autosimilaire. On voit qu'à chaque fois qu'on zoome, on voit la même chose. C'est l'exemple typique d'une fractale. Van Gogh, c'est 1903, 1907, je ne sais plus. En fait, je l'ai écrit, 1905, c'est entre les deux, peut-être la moyenne arithmétique. Et ce qui est assez marrant, et ça c'est quelque chose que je ne savais pas, c'est Stas qui l'a mentionné, c'est que l'article original de Van Gogh ne parle pas du tout de flocons, il construit quelque chose d'unidimensionnel pour construire une fonction qui est continue nulle part différentiable. Parce que là, on imagine bien la construction, c'est-à-dire qu'on va faire un saut au milieu, puis après on va rajouter des sauts un peu partout, et en fait, en faisant ça à l'infini, on va casser la différentialité en tout point. Donc c'était l'idée de base, et c'est en fait de Rame
qui a eu l'idée d'en faire un objet planaire, en quelque sorte une courbe dans le plan. Et en fait, il l'a fait de façon plus générale, il a introduit les courbes de Rame. Et donc la fameuse anecdote, pour revenir à Stas, c'est que Stas a demandé à Benoît Mandelbrot, cette réponse c'était dans les années 2000, hein, c'était quand il était revenu donner un exposé. Ah, c'est marrant, exactement pendant ton post-doctorat, de Rame a écrit des choses sur les fractales. Est-ce que ça t'a amené dans le domaine des fractales? Et apparemment, Benoît n'était pas très content de cette question, donc probablement la réponse est oui. Donc de Rame a probablement eu un impact non négligeable sur le fait de diriger Mandelbrot dans la direction d'une théorie générale des fractales. Voilà. Alors, je vais vous donner d'autres exemples, dont un qui est très très connu. C'est l'ensemble de Mandelbrot. C'est la fractale, en tout cas si vous arrêtez quelqu'un dans la rue et que vous lui forcez à vous sortir une fractale, peut-être que l'image qu'il aura dans la tête, c'est ça. Peut-être que l'image qu'il aura dans la tête, c'est comment je fais pour m'échapper. Est-ce que je peux courir plus vite que lui? Et alors, c'est génial. Ah ben non, ça aurait... Ah, alors, sur YouTube, vous pouvez trouver, j'ai découvert ça tout à l'heure, des vidéos de 3 heures où ça zoome sur l'ensemble de Mandelbrot avec en général une musique psychédélique. Et, enfin, si vous voulez passer une bonne soirée, voilà. Donc là, c'est pas une version de 3 heures, je vous rassure. Ou peut-être que c'en est une, on sera dans 3 heures. Donc l'important là, on zoome et on voit qu'on retrouve des structures similaires, pas toujours la même. Hein, quand Mandelbrot parle d'autosimilarité, c'est dans un sens faible, c'est-à-dire que quand on zoome, on va retrouver une figure qui a des propriétés similaires, pas exactement la même. Et juste pour vous donner un peu la définition mathématique de cet ensemble, c'est tout simplement l'ensemble des points C complexes, des nombres C, tels que si je prends cette suite très simple, je pars de Z0 égale 0, et après j'itère le polynôme x carré plus C. Et je regarde si ce que j'obtiens est bordé ou non. Et ça me donne l'ensemble de Mandelbrot. Donc à partir d'un ensemble comme celui-là, enfin d'une règle simple comme celle-là, on construit cet objet absolument facile. Voilà, donc ça c'est un très bon exemple d'ailleurs de complexité émergent de quelque chose de ça. C'est une des choses qu'on aime le plus étudier en mathématiques. J'en passe à quelque chose qui est plus proche de ce que font beaucoup de gens dans ce labo. C'est l'idée des fractales aléatoires. Donc là, la règle, elle est presque la même. C'est juste que quand on change d'échelle, c'est notre objet aléatoire qui va avoir la même loi. Donc l'objet ne va pas être le même si je prends une réalisation de cet objet, je peux vous montrer une image, ne va pas être le même à chaque échelle, mais par contre, la loi de cet objet en tant qu'objet aléatoire va être la même à chaque échelle. Donc il y a un exemple typique qui est un objet de courbe. C'est bien un point, d'accord, ça juste c'est un exemple de courbe aléatoire fractale qu'on appelle les évolutions de Schramm-Lochner et qui viennent d'un processus simple. Je pense que j'ai deviné, je vais pouvoir le faire, qu'on peut obtenir dans la nature et en particulier à partir de choses relativement simples. Donc, ce que vous pouvez faire, donc, moi je ne suis pas servi il y a si longtemps que ça. Et ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous imaginez un réseau. Et vous allez dessiner un graphe aléatoire à partir de ce réseau qui consiste à colorier en orange chaque arête avec probabilité 1/2. D'accord ? Pour chaque arête, vous lancez une pièce de monnaie. Si c'est pile, vous tracez. Si c'est face, vous ne tracez pas. D'accord ? Vous faites ça pour toutes les arêtes. Et vous essayez de dessiner les contours des composantes connexes et des zones connectées de votre réseau, de votre graphe. Et vous obtenez ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un ordinateur, donc ça veut dire que je n'ai pas pu faire cette simulation, mais ce qui s'est passé là, c'est qu'on a fait, c'est un tout petit réseau, et on a colorié de la même couleur tous les sommets qui sont reliés par des arêtes orange. D'accord ? Donc encore une fois, chaque arête, on tire juste une pièce de monnaie, 1,5, d'accord ? Vous obtenez ça, et là, on voit qu'il y a quelque chose de très fractal
dans le bord de ces zones colorées, par exemple ici, là, j'ai un objet très rugueux, et ça, c'est de nouveau quand on prend la taille des arêtes de plus en plus petite, on fait ces simulations comme ça, et ces bords, ça va devenir des fractales aléatoires. En fait, ça va devenir d'ailleurs des évolutions de Schramm-Lochner ici, et dans un cas d'un modèle un tout petit peu relié à ça, c'est exactement ce que Stanislas Smirnov a démontré en 2001. Il y avait deux exemples de fractales il y avait un troisième exemple de fractal, un peu plus simple ici. Hein, je l'ai caché dans le cas d'avant, mais j'ai oublié. J'aurais dû moins bien le cacher. Ça, c'est un ensemble de Cantor. C'est aussi une fractale, donc ça consiste à prendre l'intersection. Donc je prends un intervalle 0,1, je le coupe en 3, je garde que les deux bords extrêmes, je prends chacun des intervalles, je les coupe en 3, je garde que les deux bords extrêmes, etc., etc. Et je fais ça jusqu'à l'infini, donc j'ai quelque chose de fractal. Et de nouveau, c'est quelque chose Cantor, du coup, c'est le 19e siècle, bien avant Mandelbrot, mais c'est Mandelbrot qui vraiment a relié les choses entre elles. Encore quelqu'un qui était là avant Mandelbrot. Comme quoi, les gens qui unifient des idées, c'est très important, hein, parce que là, on voit la multitude de personnes qui avaient travaillé sur les fractales sans jamais vraiment mettre le doigt sur l'unité de la théorie. Donc, dimension de Hausdorff, donc, autre définition des fractales. L'idée, c'est d'essayer d'introduire une dimension qui soit plus générale que la dimension classique, hein, la dimension unidimensionnelle, enfin planaire, spatiale, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des formes. Donc là, c'est notre flocon de... Waouh! Somisé également. L'ordinateur ne nous aide pas. Ça, c'est une simulation à la main, de ma part, d'un spaghetti ou d'une interface de percolation planaire. À vous de choisir, en fonction de l'imagination. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de couvrir ces formes par des petites boîtes. Ouais, là, c'est n'importe quoi. Mais par des petits carrés de taille epsilon. Donc vous êtes d'accord, si je prends un carré de taille, on va dire, si je prends un segment de taille 1 et que je prends des carrés de taille 1 dixième, il m'en faudra 10 pour couvrir le segment. À l'inverse, il m'en faudra 10 au carré pour couvrir la boîte. Ici, il m'en faut un certain nombre, ici, il m'en faut un certain nombre. Maintenant, si je prends des carrés de taille 1 septième, il m'en faudra 100 pour couvrir le segment, 100 au carré pour couvrir le carré, un certain nombre à gauche, un certain nombre à droite, et un certain nombre encore plus à droite. Et si je continue comme ça, si je prends un segment, si je prends des carrés de taille epsilon, ce qui va se passer, c'est qu'il m'en faudra un sur epsilon à gauche, un sur epsilon au carré au milieu. Donc là, la puissance correspond à la dimension classique que j'attribuerais à ces objets. D'ailleurs, si je le faisais en dimension 3 avec la cube, j'attribuerais 1 sur epsilon gauche. Et dans le cas, mais l'intelligence artificielle peut reconstruire, non? Mais c'était, j'ai retrouvé le mot. Alors, l'intelligence artificielle de méthode, dans ce cas-là, je vais quand même y arriver, je pense. Dans le cas du flocon de Van Cobb, si vous faites epsilon tend vers 0, vous verrez qu'il en faut à peu près epsilon puissance moins log de 4 sur log de 3. Donc, d'un certain point de vue, le flocon de Van Cobb, c'est juste un ensemble de dimensions intermédiaires qui est non entier. Et c'était une des définitions proposées par Mandelbrot, de juste dire je regarde les objets qui ont une dimension non entière. Pour la petite histoire, donc c'est un 4 tiers pour la percolation. C'est des choses qu'on peut retrouver aussi dans la nature. Voilà. Donc ça, c'était la dimension de Hausdorff en 2 minutes. Et maintenant, je vais juste finir sur hasard. J'ai 2 minutes. Hasard bénin, hasard sauvage. Donc, quelle est l'invention de Mandelbrot dans le cas de la finance? C'est que dans le cas de la finance, la règle qui prévalait en quelque sorte, c'était l'idée que le hasard était ce qu'on appelle bénin. C'est-à-dire, imaginez que j'essaye de mesurer la taille moyenne des gens dans cette pièce. Vous êtes d'accord que là, je pourrais prendre quelques personnes ici, faire la moyenne de la taille, j'approximerais assez bien en fait la taille totale. Pourquoi? Parce qu'en particulier, si une personne rentrait, et que ce soit la personne la plus grande du monde ou un bébé, elle n'influencera pas tellement la taille moyenne de la salle. Une réalisation de l'aléa ne change pas drastiquement l'outcome global.
Et donc, dans ce type d'aléa, on a des règles extrêmement fortes. On a la loi forte des grands nombres qui nous dit que quand je répète une expérience, la fréquence à laquelle j'obtiendrai le résultat A, ça tend vers la probabilité de A. Donc là, par exemple, au niveau de la taille, ça me permettrait de faire la moyenne en regardant les tailles moyennes. On a le théorème central limite qui nous donne même une approximation de l'erreur qu'on fait et qui va nous donner la gaussienne, la fameuse gaussienne. Et en fait, au niveau des parenthèses, je me suis un peu raté, c'est pas grave. Quand on généralise le théorème central limite à quelque chose multidimensionnel, quelque chose comme une fonction, on obtient le fameux mouvement brownien qui apparaît en finance partout. Ok, super. Donc il semble que ce soit très naturel de penser que le mouvement brownien est quelque chose à utiliser en finance. Le petit souci, et c'est ce qu'a suggéré Mandelbrot, c'est que c'est pas du tout ce qui se passe. C'est mon téléphone, c'est mon truc technique. Ce qu'a remarqué Mandelbrot, mais enfin, il ne fallait pas être devin non plus, mais c'était. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui se passe en finance. En finance, il y a des cracks. Il y a des moments où il y a des énormes changements de comportement dans le cours de la bourse. Et donc, ce qu'il a dit, c'est, mais en fait, vous vous trompez. C'est pas du tout la loi normale et la variance qui s'appliquent dans le cas du hasard, de la finance, parce que tout simplement, c'est pas un hasard bénin. C'est ce qu'on appelle un hasard sauvage. Parce que imaginez qu'on fasse la même question, que je vous pose la même expérience, mais qu'on ne regarde pas la taille, qu'on regarde juste la fortune des gens. Là, si je fais la fortune moyenne, le jeu est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que si Elon Musk entre, désolé de nous dire, mais je pense que je vexerai personne, ça va changer drastiquement la moyenne de fortune dans cette salle. Donc une réalisation peut changer complètement le résultat final. Et dans ce cadre-là, en fait, la loi forte des grands nombres, le théorème central limite, s'applique absolument pas. Et donc, il faut imaginer des lois plus compliquées, et en particulier des lois qu'on appelle à queue lourde, où il n'y a finalement pas une si mauvaise probabilité d'avoir un très grand résultat. Et on retombe en fait sur des choses qui sont reliées au fractal aléatoire, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il a eu cette idée, ce lien. Et on se retrouve avec, en quelque sorte, des fractales aléatoires, même dans la bourse. Donc la réalité, c'est un entre-deux. Hein. Il y a un mouvement brownien sous-jacent, et il y a de temps en temps ces sauts qui sont dus à des changements brusques de comportement qui sont plus de l'ordre du hasard sauvage. Voilà. Merci beaucoup. On va faire un break, et après, il me semble que c'est Jean-Claude. That's it. Et voilà. 1 sur 2. Hein, à 5h10. Et j'ai oublié de dire, donc je le redis là, non seulement donc, vous n'avez pas besoin de vous presser, mais par contre, quand vous arrivez, on aura préparé des sièges pour vous. Vous allez vous asseoir à cet endroit-là parce que sinon, on ne saura pas. Hein, c'est devant, voilà. En plus, c'est devant. Pour une fois, les mathématiciens sont devant et pas au fond de la classe. Donc, ce sera très bien. Merci beaucoup.